Merci Olivier Fanon. Je donne la parole immédiatement à Madame Meriem Fellas, qui va nous entretenir de la présence post-mortem de Fanon au festival de 1969, la présence de l'absent. Alors bonjour. Mon intervention aujourd'hui va être un peu le reflet de mes travaux de recherche. Ces derniers portent depuis plus de 2 ans sur le premier festival panafricain d'Alger. Alors ce festival, il durera en tout et pour tout 11 jours, une durée historique assez courte, on peut en convenir, pour répondre aux exigences d'une étude. Mais ce laps de temps s'avère nécessaire pour entreprendre un travail d'analyse des faits et des acteurs en présence, au vu de la dimension continentale et internationale qu'allait prendre l'événement. Donc, durant cette étude, j'ai été confrontée à l'œuvre de Fanon, à son adaptation, à sa lecture et à un certain type d'emprunt conceptuel. Alors, le plus souvent, c'est l'itinéraire politique de Fanon qui est convoqué. Le fait qu'il était amené à prendre le maquis avec des révolutionnaires algériens a contribué à façonner le mythe de l'intellectuel révolutionnaire. Pour ceux qui connaissent un peu la ville d'Alger, on peut observer sans mal que son nom est profondément inscrit dans l'espace urbain algérois. En plus de façonner cet espace de vie, il en a façonné un autre, celui de la réflexion. À l'heure des indépendances, à l'heure du premier festival culturel panafricain, la pensée du psychiatre antillais était considérée par de nombreux contemporains comme tiers-mondiste, passéiste et finalement plus d'actualité. Or, durant le festival culturel panafricain, il y a 2 types de réceptions en présence, l'une africaine et l'autre afro-américaine. Alors, en Afrique, Alger se présentait comme le foyer du rayonnement de la pensée révolutionnaire. Et le symposium de la culture qui se déroula du 21 juillet au 1er août, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il n'y a pas d'écran. On a enlevé l'écran. Vous allez le voir à l'instant. Le symposium de la culture allait justifier de manière intellectuelle la tenue du festival et certifier du soutien qu'Alger accordait au mouvement de libération africain. En conséquence, à la manière du Caire dans les années 50, Alger allait accueillir les bureaux des MLN, les mouvements de libération nationale issus de toute l'Afrique. On va attendre un peu que vous voyez les images du symposium. Voilà, à l'écran, vous avez 2 photos qui sont issues des actes du symposium. Donc, comme je disais, en conséquence, à la manière du Caire, dans les années 50, Alger allait accueillir les bureaux des MLN. Alors, je vous ai constitué un tableau de la présence des mouvements MLN à Alger, les principaux dirigeants. Ainsi, les thèses indépendantistes de Fanon restaient ici d'actualité. Les interventions des délégations africaines au symposium se sont caractérisées par une logique de dépassement des concepts de négritude et d'arabité. C'est essentiellement en matière de libération du continent que les remises en question auront lieu. Il faut savoir qu'en 1969, 45 millions d'Africains sont sous le joug colonial, 6 millions de kilomètres carrés du territoire colonial est encore occupé. Et l'intervention la plus remarquée à ce sujet, ce sera celle du philosophe béninois Stanislas Adothévy. Adothévy va nourrir une réflexion autour de la négritude durant le festival, qui sera plus élaborée ensuite au sein de son essai qui publiera en 1972, Négritude et négrologue. Ce qu'il faut retenir ici, dans la lignée des écrits de Frantz Fanon ou du Nigérien Soyinka, qui disait que le tigre ne parle pas de sa tigritude, c'est qu'on acceptait la négritude comme un moyen de réhabilitation culturelle, de promotion de la personnalité africaine, mais on l'a refusée en tant que procédé d'historisation et d'essentialisation des peuples noirs à travers le monde. D'ailleurs, à ce titre, si le Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966 s'est présenté comme la célébration de la négritude,
Le festival, lui, s'inscrivait comme un contre-festival, quelque part, qui allait propager un mythe assez récent, celui du panafricanisme révolutionnaire. D'une part, l'œuvre de Frantz Fanon marque et structure idéologiquement la pensée révolutionnaire algérienne. Le maître d'œuvre du festival, le ministre de la Culture, Mohamed Sedi Ben Yahya, avait côtoyé Frantz Fanon à la fin des années 50 au sein du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et de l'autre côté, on assiste au remplacement du paradigme de la libération par celui du panafricanisme. Et il s'agissait à cette époque, en fait, de légitimer symboliquement l'intervention d'un pays d'Afrique du Nord dans la lutte des mouvements de libération africains, d'Afrique subsaharienne. On légitimait quelque part l'action de l'Algérie dans le soutien du MPLA, du PEG, de tous ces groupes qui étaient présents. Donc ensuite, l'autre réception de la pensée de Fanon, on la retrouve au sein du parti des Panthères Noires, qui sont présentes à Alger. Alors brièvement, le parti est né en octobre 1966 de l'initiative de deux hommes. Alors j'ai les images à l'écran. Alors vous avez Bobby Seale qui est à gauche, Huey P. Newton à droite. Là ils sont devant le local en fait qui allait être ouvert le 1er janvier 1967. Ils sont devant le local de leur parti. Donc, le parti est né en fait en réaction aux émeutes de Watts en banlieue de Los Angeles en 1965. Je vous donne quelques repères historiques. En 1969, le parti des Panthères Noires est en crise et Eldridge Cleaver, qui est le ministre de l'information du parti des Panthères Noires, est en exil à Alger. Il est en exil suite à une affaire de fusillade datant d'avril 68. Donc de novembre 1968 à juin 1969, Cleaver était à Cuba. Et toujours en violation de liberté conditionnelle, il atterrit à Alger le 16 juin 1969. Sa présence à Alger, elle fut officiellement dévoilée lors d'une conférence de presse qui date du 17 juillet 1969. Donc il va être rejoint ensuite par d'autres Black Panthers et par sa femme également. Donc là à l'écran je vous ai mis la couverture du périodique de Black Panther. C'est un périodique qui a été créé en 1967. Là la couverture vous présente l'arrivée symbolique des Panthères Noirs à Alger. Cleaver est ici si vous le voyez. Et ici vous avez Julia Wright, qui est la fille de Richard Wright, l'écrivain afro-américain. Et elle allait servir en fait d'interprète au parti des Panthères Noirs durant le festival. Donc Cleaver ensuite allait être invité au festival officiellement, mais il était venu en fait en exil à Alger. D'ailleurs, William Klein, qui a réalisé un film autour du festival panafricain, allait réaliser un autre film concernant l'exil d'Eldridge Cleaver. Alors là, vous avez l'ouvrage qu'il avait publié plus tôt, Un noir à l'ombre, c'est de Sorlin Nice. Et là, c'est un ouvrage sur une conversation d'exil qu'il avait effectuée avec Lee Lopold. Là, vous avez l'affiche en fait du film Le Festival panafricain de William Klein et l'autre sur Eldridge Cleaver de Black Panthers, qui est sorti en 1970. Donc je m'attarde ici sur le parti des Panthères Noirs parce que l'influence de Fanon outre-Atlantique va de plus en plus s'affirmer. L'écho de l'expérience algérienne aux États-Unis va se faire par le biais d'un ouvrage, Les damnés de la Terre, qui paraîtra dès 1963 aux États-Unis et qui sera largement diffusé au sein des réunions du parti dès sa naissance. Alors cet ouvrage reste le manifeste le plus radical de la décolonisation par la violence. Pour Fanon, le recours à la violence devient légitime quand il s'agit de briser les cadres de son oppression.
Son analyse qu'il intitule « De la violence » et qui est le premier chapitre de l'ouvrage des damnés de la Terre a fourni une explication théorique du recours aux armes par le parti des Panthères Noires, qui affrontait à cette époque les critiques des partis non violents. En ce sens, les Panthères Noires se voulaient être une alternative par un appel à une autodéfense armée, organisée, contre les injustices policières. Mis à part le recours à la violence, le second emprunt des Panthères Noires se situe dans l'analyse de l'espace colonial que fait Fanon. Cette analyse montre un monde colonisé coupé en deux, avec d'une part une ville, la ville du colon, qui est une ville de fer et de pierre, une ville du bâti, une ville de la richesse, et de l'autre la ville des indigènes, qui est une ville malfamée, affamée. Cette analyse de l'espace colonial, on la retrouve notamment chez Georges Ballandier dès les années 50, mais Fanon en fait allait psychanalyser ce qu'il observait à Alger. Donc c'est à partir de là c'est à partir de l'œuvre de Frantz Fanon, et pas à partir de l'œuvre des africanistes, que les Noirs américains ont transposé ce modèle conceptuel pour décrire la situation dans les ghettos californiens. Pour le parti des Panthères, on pouvait établir un parallélisme entre la situation des ghettos de Watts et celle de la Casbah d'Alger. Dans de nombreux ouvrages des dirigeants du parti, la mère patrie des États-Unis a été qualifiée de Mother Country, et se référant à la communauté blanche. Et les ghettos étaient qualifiés de colonies, se référant à la communauté noire. Donc on voit bien l'emprunt conceptuel de Frantz Fanon dans ses ouvrages. Donc ça, c'est la traduction qui allait se faire dès 1963 de son ouvrage, qui est reparu. Et ça, je vous ai mis 3 ouvrages dont on retrouve les emprunts conceptuels. Donc il y a un article de la femme de Cleaver qui est consacré en fait au parti des Panthères Noirs durant le festival panafricain d'Alger. Elle effectue bien le lien entre les damnés de la Terre et l'exil de Eldridge Cleaver. Elle allait justifier quelque part une certaine continuité idéologique. Vous avez 2 autres ouvrages. Celui de Catherine Tronc, je n'ai pas pu retrouver la couverture, mais c'est une monographie autour d'Eldridge Cleaver. Et elle parle notamment du festival panafricain au sein de son ouvrage. Donc, en soulevant la question de l'influence de Fanon chez les Afro-Américains, on soulève toute la question de l'expérience américaine, une expérience américaine qui a tendance à localiser des théories de libération, d'émancipation, parmi les victimes d'une société, et parmi elles seulement. On accorde ainsi un statut d'avant-garde théorique à un groupe dominé. C'est une idéologie somme toute assez sectaire, car seules les victimes des sociétés coloniales ou seuls les peuples subissant un fort rapport de domination sont mandatés pour proposer une théorie d'émancipation possible. Mais finalement, on voit bien que, aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis, Fanon a été perçu avant tout comme un individu ayant grandi dans un système colonial et comme étant l'un des premiers Noirs qui, issu d'un système de domination, s'est mis à l'analyser. Donc on peut comprendre son œuvre et ses réceptions qu'à travers les théories de Karl Marx concernant les conditions matérielles de production des institutions sociales et concernant aussi les idéologies, comme le souligne l'historien algérien Mohamed Harbi dans la postface des damnés de la Terre de l'édition 2002. L'une des raisons de la force du fanonisme est qu'il répondait à l'aspiration des élites anti-élitistes du tiers-monde. Dans cette perspective, Fanon a été l'un des meilleurs promoteurs de l'expérience algérienne, une expérience singulière face aux solutions classiques du type soviétique ou du type empirique et souple des pays du tiers-monde. Voilà, je vous remercie.